Bonjour, bienvenue à la Maison de l'Expatriation, à toutes les personnes qui sont en présentiel et toutes les personnes qui nous écoutent en ligne. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une conférence sur le digital nomade en Espagne. À la Maison de l'Expatriation, nous sommes là pour vous aider à préparer votre projet d'expatriation. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 19h. Nous vous proposons de prendre un rendez-vous avec nous en ligne ou éventuellement de venir nous rendre visite directement à la Maison d'Expatriation. Vous nous expliquez votre projet, nous préparons ce rendez-vous et nous vous recevons soit en ligne, soit en présentiel pendant une demi-heure pour vous aider à rassembler un maximum d'informations pour préparer ce projet d'expatriation. Nous organisons également une série d'événements comme celui qu'on va suivre aujourd'hui pour vous guider sur différents thèmes. Vous avez la possibilité de suivre l'événement en présentiel aussi à la Maison d'Expatriation ou aussi en ligne. Et également de revoir le replay si vous êtes inscrit en ligne sur lepetitjournal.com, la version, sur YouTube, pardon. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir 3 intervenantes pour l'événement sur le digital nomade, j'arrive pas à dire nomade digital en Espagne. Donc je vous présente Isabelle Boix de Madridem, Elodie Loriot et Célia Huega de MLE Avocat. Voilà, je vous souhaite un bel événement et je laisse la parole aux intervenants. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente après je laisserai mes collègues se présenter. Je m'appelle Isabelle Boix. Je viens du monde de la communication, mais un hasard a fait qu'en 2005, je crée ma propre entreprise et que j'entreprenne en Espagne, concrètement à Madrid. C'est une entreprise de relocation au tout début, mais maintenant c'est une entreprise de services immobiliers. Donc tout dont vous pourrez avoir besoin à Madrid, on peut vous le concrétiser. Je dirige une équipe d'experts. En fait, ils sont tous spécialistes en relocation, c'est-à-dire des expatriés francophones qui arrivent dans la ville pour travailler, pour connaître la ville, pour s'expatrier, ou alors évidemment pour les nomades digitaux qui sont de plus en plus nombreux en Espagne. C'est vrai qu'au fil des années, depuis presque 20 ans, nous avons créé une communauté pour les francophones à Madrid assez importante. Et je suis ravie et merci au Petit Journal et à la Maison d'Expatriation de nous avoir invités parce que je vais vous parler des opportunités et des défis de ce mode passionnant de vie qui est le nomadisme digital. Je laisse mes collègues se présenter. Merci Isabelle. Alors, je m'appelle Elodie Loriot et je suis avec ma collègue Célia Huega. Nous sommes avocates en France et en Espagne. Et donc, nous avons l'habitude de gérer des problématiques transfrontalières dans tous les domaines que vous pouvez rencontrer quand vous avez un projet de venir vous installer en Espagne. Donc, ça peut être en droit fiscal. C'est pas moi, mais je vous expliquerai tout à l'heure quelques détails et je vous dirai qui de mes collègues s'en occupe. En droit du travail, c'est également le faisant du droit du travail, mais aussi en droit immobilier, parce que l'accompagnement de l'avocat est très important en Espagne. Et puis après, dans votre business de tous les jours ou vos besoins professionnels, parce qu'on fait tout ce qui est aussi contrat, droit commercial entre les deux pays. Donc on est familiarisé avec ces deux problématiques France-Espagne, que ce soit d'un point de vue juridique ou d'un point de vue culturel. C'est très important et nous parlons les deux langues. Donc, je vais laisser la parole à Isabelle et c'est très intéressant qu'on fasse la conférence toutes les deux, nos deux structures, parce que nous avons des activités complémentaires et chacune on a un spectre de ce à quoi vous allez être confronté quand vous allez venir vous installer en Espagne. Et donc je te laisse la parole Isabelle et je la passerai, on reviendra tout à l'heure. Merci. Voilà. Bon, eh bien, on va commencer par vous donner une définition du nomadisme digital. Qu'est-ce qu'un nomade digital ou numérique? Parce que je crois qu'on utilise les deux expressions. En fait, c'est une personne qui voyage, a la possibilité de travailler en dehors de son pays d'origine, qui a l'autorisation de son employé pour le faire,
Et voilà, je vous ai mis là l'anatomie d'un nomade numérique typique, mais bon, c'est un peu, il y a un peu de tout. Hein. C'est pas tout à fait ça, parce qu'il n'y a que des hommes, ils ont 35 ans. Je vous dirais que nous, on a eu des nomades en Espagne installés, il y a de tout, il y a des femmes, il y a des personnes plus âgées, plus jeunes, voilà. Qu'est-ce qui fait la différence d'un nomade avec un employé typique? En fait, c'est parce qu'il est, ou elle, n'a pas de contrat de travail tel quel, un contrat de travail d'une multinationale ou d'une entreprise française, et n'a pas non plus un contrat de travail d'expatrié, ni local, ni expatrié. C'est un entrepreneur ou c'est quelqu'un qui arrive dans le pays. Voilà. Donc, évidemment, il y a quand même quelques conseils pratiques dont on va vous parler, puisqu'on ne peut pas arriver dans le pays tel quel. C'est vrai que dernièrement, les nomades sont arrivés en Espagne plus que dans d'autres pays. Je vous dirais, vous voyez, par exemple, Malaga est la ville la préférée, c'est le site .nation.org qui dit que Malaga est la première ville, Alicante la deuxième, Valence, et puis après on passe à d'autres pays. Et Paris, désolé, mais est au numéro 41. Mais bon, il y a Madrid aussi est aussi à la 6e place, et bien sûr Barcelone qui doit être par là parce que c'est une des villes préférées. Dans d'autres sites que j'ai regardés pour trouver des statistiques, j'ai trouvé sur pimple.com comme quoi le pays préféré des nomades c'était les États-Unis, le deuxième pays c'est l'Espagne, et le troisième c'est la Thaïlande. Curieusement. Donc, je pense qu'on peut vous inviter à venir vivre à Madrid parce qu'il y a déjà d'autres compatriotes à vous qui ont vécu cette expérience. Pour vous dire, dans tout le monde, il y a 35 millions de nomades digitaux. Donc des personnes qui ont choisi de vivre dans le monde et de s'expatrier, mais de façon volontaire, disons. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est parce que c'est un mode de vie flexible et libre. Ils n'ont pas d'obligation d'un employeur concret. Et je vais vous dire pourquoi choisir l'Espagne. Voilà. Puisque nous sommes le deuxième pays le préféré du monde pour les expatriés, eh bien, voilà, je vais vous dire pourquoi. Donc, la qualité de vie, nous avons une qualité de vie exceptionnelle. Les gens sont chaleureux, on aime recevoir, on aime sortir. Et puis aussi, évidemment, nous vivons dans un environnement sûr. C'est un pays où il y a de la sécurité. Et nous avons aussi une bonne qualité de santé et d'éducation. Le climat, bien sûr, un climat agréable. Si vous avez déjà vécu ou visité l'Espagne, vous savez que, bon, sauf en juillet où il fait 40 et quelques degrés, le reste de l'année, c'est un climat assez agréable, à Madrid du moins. Et après, vous avez le nord, le sud, c'est un pays quand même où il y a des climats assez agréables. Et puis il y a les îles Baléares, il y a les îles Canaries. Nous avons, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, 300 jours de soleil par an. Des 365 jours, nous en avons 360. Et voilà, donc si vous cherchez de la lumière, de la chaleur, c'est le pays parfait. En tant que culture, nous avons évidemment une grande richesse culturelle, incomparable. Nous avons depuis la gastronomie aux fêtes traditionnelles, l'architecture, les arts. Vous aurez toujours en Espagne de quoi découvrir. Le coût de la vie, ce qui est important parce que, évidemment, même si vous avez entendu parler que Madrid et Barcelone sont des villes très chères, en tant que loyer, en tant que aller au restaurant ou au supermarché, ce ne sera jamais comme en France. Vous aurez toujours la sensation que vous n'allez pas dépenser une fortune si vous habitez en Espagne, et c'est vrai. Le logement en dehors des grandes villes est encore abordable. La nourriture, comme je vous ai dit, et les loisirs. Vous voyez, aller au cinéma, au théâtre, ou à des expositions, des
des événements culturels, c'est toujours assez abordable. Voilà. Donc, eh bien, tout ça fait que aussi, donc, nous avons aussi des communautés assez dynamiques pour les étrangers. C'est important pour les nomades digitaux, évidemment, la bonne connectivité Internet. C'est très important et nous l'avons. Dans les grandes villes, la fibre est installée partout, donc vous n'aurez pas de problème de connectivité. Des infrastructures solides pour travailler à distance, donc des coworking, dont je parlerai après, quand je vous parlerai des logements et de... Vous avez dans toute l'Espagne, dans pratiquement toutes les villes, il y a des centres de coworking. Donc vous pouvez vous connecter gratuitement pour pouvoir travailler et, dans un cadre, disons, agréable et stimulant. Voilà. Donc, je vais vous laisser maintenant... Ah oui, je vais passer... Avant, je vais vous expliquer maintenant la deuxième partie de cette conférence. C'est-à-dire, en fait, le but, c'est de vous expliquer, de vous donner les aspects pratiques d'une installation. Parce que c'est ce qui est intéressant. Hein, parce que le climat et que l'Espagne est très belle, vous connaissez. Mais on va vous parler des aspects pratiques. Donc, je vais laisser mes collègues vous parler des implications sociales et fiscales. Après, je parlerai des démarches administratives, de la recherche de logement, et je finirai par vous donner des conseils pour vous intégrer dans la communauté locale que vous aurez choisie, comme si vous allez vivre à Bilbao comme dans les îles Canaries. Voilà. Merci. Du coup, Elodie et moi, nous allons vous parler des aspects fiscaux et sociaux du nomade digital. Juste une petite précision, en droit, le concept de nomade digital n'existe pas. Et donc, du coup, même s'il y a un contrat ou pas un contrat, c'est encadré par la loi. Et c'est des aspects à la fois de sécurité sociale et droit du travail et fiscaux que l'on doit tenir en compte bien avant de partir vivre en Espagne dans ce cas. Donc, nous, on est un peu dans la phase préliminaire avant de partir vivre en Espagne. Donc, de mon côté, je vais vous parler tout d'abord de la sécurité sociale applicable. Alors, pour que vous sachiez, que l'on soit salarié ou que l'on soit un travailleur indépendant, venir vivre en Espagne pour y travailler tout ou partie de notre temps a des conséquences sur la protection sociale et ainsi sur le droit du travail applicable. Sur le régime de la sécurité sociale, il existe au sein de l'Union européenne un règlement qui s'appelle le règlement de coordination des systèmes de la sécurité sociale qui permet de résoudre la question de savoir quelle sera la loi de sécurité sociale qui m'est applicable alors que je travaille dans un pays différent de l'État de l'employeur qui m'emploie ou lorsque je travaille dans plusieurs États. Le principe général est qu'il y a le principe d'unicité de la loi applicable, c'est-à-dire que même si je travaille dans plusieurs États membres, il y a un seul régime de sécurité sociale qui me sera applicable. Et en principe, et c'est le principe de base, c'est je suis affilié, inscrit au régime de la sécurité sociale du pays où je travaille. Mais que se passe-t-il pour les personnes qui travaillent du coup dans plusieurs États membres? Il faut distinguer plusieurs cas. Il y a le cas des salariés, le cas des personnes qui sont salariées mais qui cumulent leur travail de salarié avec une activité en tant qu'indépendant. Et en troisième lieu, des indépendants. Le cas des salariés. La loi de sécurité sociale applicable aux salariés qui travaillent dans plusieurs États membres est celle de son lieu de résidence, à condition qu'il exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le salarié qui, par exemple, part vivre en Espagne, il exercera ou on considérera qu'il exerce une partie substantielle de son activité s'il travaille plus de 25% de son temps de travail en Espagne ou bien s'il reçoit au moins 25% de sa rémunération en Espagne. S'il n'est pas possible de déterminer la loi de sécurité sociale en appliquant ces critères-là, alors
le salarié sera soumis à la loi de sécurité sociale de l'employeur qui l'emploie. En conséquence, si vous êtes employé par une société française et que vous souhaitez venir vivre en Espagne en y télétravaillant, il faudra bien faire attention et voir si vous travaillez plus de 2 jours à 1,25 jours, 25% de votre temps en Espagne. Parce que dans ce cas-là, sûrement, votre employeur va devoir modifier votre régime de sécurité sociale, payer ses cotisations sociales en Espagne. Du coup, ça aura un impact sur votre protection sociale. Il existe toutefois une exception, une dérogation. Et en fait, depuis, suite au Covid, beaucoup de salariés sont partis vivre dans d'autres pays, dans leur état d'origine, et ont par conséquent fait du télétravail. Du coup, c'était un peu fou parce que plein de personnes en même temps sont partis, plein de Français par exemple, sont partis vivre en Espagne. Et pour éviter que ces nouveaux modes de vie, parce que le télétravail n'était pas très développé à l'époque, ait un impact trop drastique sur le système de sécurité sociale applicable, il y a eu un accord cadre européen qui a été adopté et qui est valable jusqu'au 30 juin 2028. Cet accord, il permet aux salariés qui, même s'il effectue 25% de son temps de travail dans l'état de résidence, c'est-à-dire en Espagne, de continuer à être affilié à la sécurité sociale de son employeur s'il remplit un certain nombre de conditions. Du coup, le contrat cadre européen, il s'applique aux salariés du transfrontalier, sont considérés comme salariés transfrontaliers les personnes qui se rendent toutes les semaines dans l'État membre de l'entreprise qui l'emploie. Cet État devront partager une frontière avec l'État de résidence du salarié. Ça, c'est une des conditions. L'autre condition, c'est qu'ils effectuent moins de 50% de leur temps en télétravail. Donc, du coup, une personne qui viendrait travailler en Espagne, en télétravail, qui effectuerait plus de 25% de son temps de travail en Espagne, et moins de 50%, il pourra continuer d'être soumis à la législation sociale du pays qui l'emploie. Pour cela, il faut que son employeur demande, avec l'accord de son salarié, une autorisation, et cela se fait à travers du site web de l'URSSAF, et la dérogation, elle est jusqu'à 36 mois. Donc, du coup, ça nous permet de rester affilié au régime social de l'employeur jusqu'à 36 mois. Du coup, ça, c'était pour les salariés. Puis, il y a le cas des personnes qui exercent une activité salariée et qui la cumulent avec une activité en tant que travailleur indépendant. Dans ce cas, la personne, elle est affiliée à la loi de l'État dans lequel il exerce l'activité salariée. Et puis, finalement, il y a la situation des travailleurs indépendants qui, eux, c'est un peu différent c'est un peu différent aux salariés, puisqu'ils sont soumis à la loi de sécurité sociale de leur état de résidence, à condition qu'ils exercent une partie substantielle de l'activité dans cet état membre, ou ils sont affiliés à la loi de sécurité sociale dans lequel se situe le centre de ses intérêts. Pour définir, pour les travailleurs indépendants, pour définir où est-ce qu'ils exercent une partie substantielle de leur activité, il faut voir les différents critères posés par le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale qui ne sont pas les mêmes que pour les salariés. Et là, il faut voir quel est le chiffre d'affaires généré dans l'État où il est installé, quel est le temps de travail, le nombre de services traités. Et le problème est que le règlement ne nous indique pas comment doivent être pondérés ces critères. Donc pour les travailleurs indépendants, c'est parfois difficile de déterminer où est-ce qu'ils exercent une activité, une partie substantielle de leur activité. Donc à chaque fois, il faut voir cas par cas comment ça s'est vu en espèce par l'Espagne, sachant que tous les États souhaitent que la personne cotise dans leur État. Oui.
Donc, si vous venez vivre en Espagne, que vous continuez à cotiser en France, vous pouvez exporter vos droits. Et pour cela, il faut demander à la CPAM le formulaire 15.1 qui se présente à la Tesorería General de la Seguridad Social, qui est la Trésorerie générale générale de la Sécurité sociale, et qui vous permet du coup de bénéficier de la protection sociale en Espagne sans devoir payer des coûts ou des frais ou des frais en plus. Cependant, vous ne bénéficiez que de la protection de la sécurité sociale de votre pays d'origine. Donc, du coup, s'il y a des choses qui ne seraient pas couvertes par la France, vous devriez du coup engager des frais. Et pour cela, vous pouvez toujours souscrire un montant. Je crois qu'Isabelle va nous en parler un peu plus tard. Donc, je la laisserai. Oui. Puis, d'un autre côté, on a parlé de sécurité sociale, mais il y a aussi le droit applicable. En fait, quand on n'y pense pas, mais quand on part vivre dans un autre pays, cela peut aussi avoir un impact sur la loi applicable à notre contrat de travail lorsqu'on est salarié. Sachant qu'il y a un principe de liberté de choix applicable, on pourrait se dire que comme je suis français, comme mon employeur il est français, j'en interne mon contrat de travail français et j'applique la loi française. C'est bon et c'est OK, mais il faut tout de même continuer de respecter le minimum du droit espagnol. Sachant que le droit du travail, quasiment tout est essentiel, etc., etc., finalement, vous verrez appliquer l'essentiel du droit du travail espagnol. Donc, même si on peut, il y a une liberté de choix de la loi applicable au contrat de travail, sachant qu'il y a ce respect des dispositions de droit minimum applicable au sein de l'État où est réalisé le travail, notre préconisation serait de conclure un contrat de droit local, dans ce cas espagnol, et négocier cependant des clauses avec votre employeur pour maintenir vos droits. Et donc, du coup, avant de passer la parole à Elodie, juste en conclusion, avant de partir vivre en Espagne, sachez que cela a un impact, du coup, à la fois sur votre sécurité sociale et la loi applicable dans le cas des salariés à votre contrat de travail. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui sont partis sans demander l'autorisation de leur employeur. Il faudrait d'abord vérifier si vous êtes salarié, si vous pouvez partir vivre à l'étranger, et de voir quel serait l'impact selon le mode choisi, télétravail ou 50-50, etc. Voir de quelle manière cela va impacter votre loi de sécurité sociale pour après, afin de garantir au maximum vos droits et bénéficier d'une protection sociale pleine. Je passe la parole à Elodie qui va vous parler des aspects fiscaux. Merci Célia. Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas fiscaliste, mais on a une collègue au cabinet qui fait ça très bien, qui s'appelle Anna Isabelle. Mais comme je fais souvent des conférences avec elle, j'ai des notions pour vous les présenter. Le maître mot avant de partir, et si je rebondis sur ce que Célia venait de dire, c'est se préparer et essayer de déterminer quelles sont les conséquences d'un choix de résidence, parce que Isabelle va nous envoyer du rêve. Nous, les juristes, on est un peu plus prudents. Donc, en réalité, c'est pas du tout pour bloquer les projets, bien au contraire, mais c'est pour que vous évitiez des stress de dernière minute, de se dire par exemple, tiens, je suis partie, je n'avais pas dit à mon employeur, et on peut avoir des conséquences en droit du travail, ça peut être une faute contractuelle de partir, ou bien des conséquences fiscales, comme je vous expliquerai. Donc c'est important de réfléchir à son projet, de ne pas partir la fleur au fusil comme ça, et en tout cas c'est l'accompagnement qu'on propose, et ma collègue fait ça très bien, parce que le droit fiscal, c'est pour ça, le droit de sécurité sociale, le droit fiscal, ça envoie moins du rêve que le soleil et voilà, la qualité de vie, mais ça peut vraiment avoir des impacts, et surtout ça se réfléchit et ça se calcule. Parce que de manière contre-intuitive, on pourrait se dire que on a un peu cette légende urbaine qu'en France on paye beaucoup d'impôts. En réalité, en Espagne, on en paye plus
mais on a, de toute façon, il faut toujours faire des calculs, mais si je schématise, on en paye, voilà, on en paye plus par rapport au taux et par rapport aux règles que Anna vous expliquerait bien mieux que moi, et tout est toujours au cas par cas, on ne peut pas faire de généralité. Mais en fait, en gros, on paye moins de cotisations. Donc, il faut toujours se poser la question de savoir, finalement, si on quitte le régime français de sécurité sociale, on n'a plus la même protection de sécurité sociale, donc c'est important de le voir, mais aussi, on paye en comparaison moins de cotisations et ce qui va s'équilibrer avec la charge fiscale. Donc voilà, c'est vraiment important de savoir dans quelle case on se place. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde et quelles sont les règles applicables? En réalité, chacun des États, comme Célia disait tout à l'heure, chaque État veut récupérer son dû, que ce soit les impôts, les cotisations sociales. Donc chaque État a ses propres règles pour déterminer ce qu'on appelle la résidence fiscale, qui est de savoir si la personne doit payer ses impôts sur ses revenus mondiaux. Parce que en n'étant pas résident fiscal, on peut devoir payer des impôts à l'étranger sous certaines conditions, si on y exerce une activité, etc. Donc, la première chose à se dire, c'est est-ce que mon changement de lieu de vie va avoir un impact sur ma résidence fiscale? En France et en Espagne, donc chaque pays va le regarder selon son propre prisme, et en France et en Espagne, on n'a pas les mêmes règles. Et ensuite, il y a une convention de double imposition qui vient déterminer, en cas de conflit, qu'est-ce qui se passe si chacun des deux États veut tirer la couverture à soi et considérer que la personne est résidente fiscale. Pour schématiser, en Espagne, on a ce fameux critère que vous entendrez souvent, qui est de dire qu'à partir du moment où on passe plus de 183 jours dans l'année, c'est le fameux critère, l'Espagne va avoir tendance à considérer qu'on est résident fiscal. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le point important. Et ensuite, il y a d'autres critères. Il y a où est-ce qu'on a ce centre des intérêts, où se trouve la famille, etc. etc. Et en France, on n'a pas forcément, nous, cette notion de critères temporels. Donc, on peut avoir un conflit. La France dit, cette personne travaille en Espagne, par exemple, et elle a sa famille en France, donc... et elle travaille en France aussi. Donc, moi, je considère qu'elle est résidente fiscale française. Et l'Espagne va dire oui, mais elle passe plus de 183 jours. Donc à chaque fois, encore une fois, moi, je donne des principes généraux. De toute façon, c'est toujours une appréciation au cas par cas. On ne peut pas faire de consultation fiscale sans connaître tous les éléments de chacun. Mais au moins, vous avez les points de vigilance. Donc voilà, donc ça, c'est un peu... Et ensuite, pour que vous compreniez, quand on est résident fiscal dans un pays, donc, on paye ses impôts sur ses revenus mondiaux. Et si, par exemple, on est comme les différents cas dont Célia parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est résident fiscal espagnol, mais on continue à avoir une activité en France, par exemple, qui, du coup, génère des revenus en France. Et ceux-ci seront taxés en France, si les conditions sont remplies pour qu'ils soient taxés en France. Et pour éviter ce qu'on appelle la double imposition, ce que vous paierez comme impôt en France sera ensuite déduit de vos impôts en Espagne si vous êtes considéré comme résident fiscal en Espagne. Donc ça, c'est le principe, et vice-versa, France-Espagne. C'est-à-dire que si on est résident fiscal en France et qu'on travaille en Espagne, potentiellement, on peut devoir payer des impôts en Espagne qui seront ensuite déduits de nos revenus français. Et ça, c'est pour le principe pour que vous compreniez. C'est assez aride, je ne vais pas vous perdre. Voilà. Et alors, autre chose qui est très important, qui concerne moins les projets personnels, mais qui est très important à avoir en tête quand on est salarié. Et encore une fois, on revient sur ce que disait Célia. Parce qu'on se dit, on va la fleur au fusil, on va dans un pays étranger, c'est super, j'ai une charte de télétravail qui m'autorise, qui peut très claire, qui est un peu floue. Bon, je fais ce que je veux, que je sois à Orléans ou à Malaga, c'est pareil. Bon, je vais m'installer à Malaga, ça serait super, je dis pas trop à mon employeur, et puis on verra bien. Puis ça tombe bien parce qu'en plus, on a des clients en Espagne, comme ça, je peux aller les voir, je peux leur rendre visite. Bon, voilà. Bon. Attention, parce que votre employeur, s'il apprend que vous partez vivre en Espagne et que vous allez visiter des clients et que c'est super pour lui, mais ça peut en fait donner lieu à une situation de ce qu'on appelle un établissement stable. Donc ça vous importe peu parce que c'est votre projet personnel, mais l'employeur, ça l'importe plus parce que les conséquences, c'est
que cette personne, enfin l'entreprise ou cette personne, tout dépend si c'est un employeur individuel ou une société, va devoir peut-être payer des impôts en Espagne sur ses activités générées en Espagne. Donc, c'est pas forcément, ça peut être contre-intuitif si on se dit oui, mais moi je ne fais pas grand-chose, etc., etc. Je ne suis qu'en télétravail. Attention, parce que dans certains cas, si il a été convenu entre l'entreprise et le salarié, par exemple, qu'il travaillait depuis chez lui et que ça peut être considéré comme ce qu'on appelle un lieu fixe pour l'activité, et ben dans ce cas-là, l'État espagnol pourrait dire, mais attendez, cette entreprise, elle développe une activité, ce salarié, il est commercial, mais il a une activité dédiée à tout un tas de pays, et en fait, donc, il génère du business en Espagne, donc cette entreprise, elle a un lieu fixe d'affaires parce qu'il travaille depuis chez lui, je considère que c'est un lieu fixe d'affaires, donc il faudra qu'elle paye des impôts sur les sociétés. Tout ça pour dire, je sens trop vous noyer avec ces détails, c'est que simplement, quelque chose qu'on pense sans conséquences, ou en tout cas qui ne pourrait avoir pour nous que des conséquences personnelles, en réalité, elle pourrait en avoir pour son employeur. Et c'est juste important de le savoir et de faire les choses en toute transparence et d'éviter les mauvaises surprises pour tout le monde. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante. Et après, il y a toutes les conséquences pour vous, pour ce qui vous importe à vous. Une fois qu'on a parlé de la résidence fiscale et des conséquences pour l'employeur. Donc, déjà que vous avez peut-être entendu parler, ceux qui sont familiers avec l'Espagne et la situation du pays, ce qu'on appelle le régime Beckham, qui a été appelé par le footballeur, parce qu'en fait, en réalité, c'est un régime fiscal de faveur. Donc, on a appelé d'après le nom de ce footballeur parce que pas que ça ait été fait pour lui spécialement, je ne crois pas, mais en tout cas, voilà. Il en a bénéficié au premier geste, si pour lui. Ok. Eh ben voilà. Eh ben bravo. En tout cas, tout le monde en profite, on est content. Et en fait, donc, ce régime, il a été modifié il n'y a pas très très longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est ce régime? C'est un régime de faveur, mais encore une fois, il faut que les gens soient que chaque situation est différente. Ce régime, il peut être intéressant pour certaines personnes, qui ont beaucoup d'argent, et puis d'autres, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Il faut toujours faire les calculs et voir si ça... parce que c'est assez contraignant, et il y a des choses qui sont déduites conformément au droit espagnol si on était un résident fiscal lambda, contribuable lambda, qui ne le sont pas sous le régime Beckham. Donc, à chaque fois, il faut faire un calcul. Mais, tout ça pour dire que c'est ce régime qu'on connaît le plus, qui est le régime, son vrai nom, c'est le régime des impatriés, qui dit que, en réalité, la personne qui bénéficie de ce régime, qui remplit les conditions dont je vais vous parler rapidement, elle est taxée uniquement sur ses revenus de source espagnole. Donc elle est résidente fiscale, mais c'est comme si elle était résidente fiscale étrangère, puisque contrairement aux résidents fiscaux normaux, on ne les taxe pas sur ses revenus mondiaux. Donc ça fait déjà, si vous avez des biens à droite à gauche, c'est déjà pas mal. Et ensuite, elle a un taux d'imposition préférentielle, entre guillemets, ou flat tax, qui est de 24% jusqu'à 600 000 € de revenus, je ne dis pas de bêtises, et 47% ensuite. Donc voilà, donc ça c'est un régime, on va dire, qui est comme ça de prime abord, quand on regarde juste les taux d'imposition, on se dit, ah bah c'est vachement intéressant. Ouais, c'est ça, c'est 600 000, 47 au-delà. Donc voilà, du coup, ce régime, il est bien apprécié par les impatriés, les gens qui viennent s'installer en Espagne. Et donc, il faut remplir certaines conditions pour pouvoir en bénéficier. Il faut déjà ne pas avoir été résident fiscal les 5 années précédentes. Et il faut remplir certaines conditions. Le déplacement, enfin, la venue sur le territoire espagnol doit s'inscrire dans certains cadres. Il faut soit être embauché par une société espagnole, soit être détaché sur le territoire espagnol par une société étrangère, mais dans le cadre d'un détachement, d'une lettre de détachement, soit être
gérant d'une société espagnole, quel que soit le pourcentage de sa participation dans le capital, sauf si on parle d'une société patrimoniale. On peut aussi être, là pour le coup on n'est plus sur le nomadisme digital, c'est-à-dire on travaille à distance et la prestation de travail est réalisée à 100% avec les nouvelles technologies, nouvelles qui sont plus si nouvelles maintenant, mais on appelle ça les nouvelles technologies de l'information et de la communication en droit. Et sinon, donc, ont été ouverts récemment en 2023 ce qu'on appelle les passeports nomades digitaux, etc. Quand on est citoyen de l'Union européenne, on n'a pas besoin ni de visa, ni de quoi que ce soit, mais ça concerne ces cas-là. Et sinon, il y a aussi deux autres cas qui sont la réalisation d'une activité économique en Espagne qui est qualifiée d'innovante ou qui présente un intérêt économique particulier pour l'Espagne. Donc là, on ne s'emballe pas parce qu'il faut qu'un organisme qui s'appelle l'ENISA approuve, mette un tampon en disant en effet, je considère que c'est une activité innovante et qui présente un intérêt particulier pour l'Espagne. Et sinon, il y a aussi tout ce que je mets des gros schémas parce que c'est difficile de faire des parallèles, mais ça vous parlera plus. C'est tout ce qui serait l'équivalent de la venue en Espagne qu'on aurait en France comme passeport talent, c'est-à-dire des salariés hautement qualifiés qui remplissent les conditions, qui ont un salaire élevé, etc. Voilà, donc ça, il y a d'autres conditions, mais je ne vais pas vous noyer avec ça. Et autre chose qui est importante, c'est que la personne ne doit pas obtenir de revenus en Espagne au moyen d'un établissement stable. Voilà, ça c'est par rapport aux personnes qui cumulent contrat de travail par exemple et activité indépendante. Je reviens, du coup, ça pourrait être votre cas aussi quand même, je reviens à la slide d'avant, c'est-à-dire je viens en Espagne, j'ai mon activité, je ne sais pas, je vends je ne sais quoi sur Etsy, je fais du tricot et en fait ça marche super bien. Et potentiellement ça pourrait être un établissement stable en Espagne. Et donc voilà, encore une fois, à chaque fois, il faut se poser les questions. Et les conjoints, les membres de la famille peuvent aussi, s'ils remplissent des conditions, s'ils n'ont pas plus de revenus que la personne qui est déplacée dans le cadre de l'activité qui est soumise au régime BECAM, ils peuvent également bénéficier de ce régime. Et après, il y a donc, à part ce que je vous disais sur les revenus, il y a aussi des taux d'imposition favorables pour tout ce qui est dividendes qui sont différents. Mais tout ça, c'est assez, on va dire, aride. Je ne vais pas rentrer dans ces chiffres. Et voilà. Mais en tout cas, ce régime, c'est vrai qu'il fait beaucoup les d'encre. Et puis, les gens qui viennent au cabinet, souvent, veulent bénéficier de ce régime. La plupart du temps, attention, parce qu'il faut, si on veut bénéficier de ce régime, c'est pour ça qu'on insiste lourdement en disant il faut se poser les bonnes questions avant de partir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et en fait, ça fait déjà 1 an qu'elles sont en Espagne et c'est trop tard en fait pour bénéficier de ce régime. C'est dans les 6 mois de l'arrivée qu'il faut faire la demande. Donc voilà, c'était simplement, j'espère, et c'est bien aussi, qu'on n'a pas été trop, c'est des sujets un peu lourdingues. Maintenant, on repasse à des choses plus sympathiques avec Isabelle qui va nous parler de vraiment le concret. C'est ce pourquoi vous voulez déménager, c'est bénéficier du cadre de vie. Donc, voilà. Merci Célia. Bon, eh bien, nous insistons sur... Il y a des aspects vraiment, donc l'aspect fiscal, l'aspect du droit du travail et les démarches administratives doivent se faire au préalable. C'est très important, et c'est pour ça que vous êtes à la demande d'expatriation, il faut prévoir votre installation. C'est pas, voilà, on arrive, on est sous le soleil et on commence à travailler. Non, il y a des choses qu'il faut préparer à l'avance. Donc, je vais vous parler surtout des démarches administratives. Est-ce qu'il y a dans la salle, ou en ligne, on ne sait pas, des non-européens? Vous êtes tous européens? Oui, donc, bon. Je vais passer en vitesse, d'accord? Donc ça, c'est si par hasard, il y aurait en ligne quelqu'un qui nous écoute, qui peut après m'appeler et voir avec lui ou elle son cas personnel. Parce que ça, c'est donc, Elodie a un peu parlé de ça, c'est les visas qu'on donne à des nomades digitaux non européens. D'accord? Mais passons plutôt aux Européens, puisque c'est votre cas. Donc, voilà. Voilà les démarches
des nomades européens quand ils arrivent en Espagne. C'est très important de faire toutes ces démarches et de les prévoir et de les faire souvent au préalable. D'accord ? Même avant d'avoir une adresse. D'accord ? Par exemple, l'enregistrement à la mairie. Là, oui, vous avez besoin d'une adresse, c'est indispensable. Donc, premier pas, chercher un logement. Et je vous parlerai après de l'installation et des logements. Le NIE, c'est le numéro d'identification des étrangers. C'est un processus obligatoire. Si vous passez plus de 4 mois en Espagne, que vous travaillez, que vous soyez étudiant, ou que vous soyez, comme ont dit mes collègues, employé en France ou entrepreneur, moi, travailleur indépendant. Il faut ouvrir un compte en banque en Espagne, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous parlerai de la connectivité des télécommunications et pareil, des mutuelles privées et sanitaires. Pour le NIE, dont je vais vous parler en premier, vous pouvez consulter un article que nous avons écrit sur le petit journal qui s'appelle, c'est le KISS du NIE. Et là, je vais vous expliquer, mais pas en grand détail, parce que sinon ça ferait pour toute une conférence. Donc, vous pouvez consulter ce lien pour l'avoir. Donc, pourquoi est-ce obligatoire? Eh bien, parce que vous en aurez besoin pour obtenir un compte en banque définitif. Vous pouvez ouvrir un compte en banque en Espagne avec un passeport, mais, et en plus fiscalement c'est très important, vous aurez besoin de l'UNIE. Vous pouvez signer un bail de location, mais à un moment donné, votre bailleur va vous demander d'avoir ce NIE parce que, si vous voulez, c'est la façon d'être enregistré en Espagne. D'accord ? Le processus du NIE est de prendre un rendez-vous au commissariat. Les rendez-vous ne sont pas immédiats. Donc, c'est pour ça qu'il faut prévoir aussi. Vous n'allez pas prendre un rendez-vous en ligne et à l'avoir 2 jours après. Il faut faire attention. Après, vous avez besoin de vos documents. Donc, étant donné que si vous êtes français ou européen, vous aurez besoin du passeport ou de la carte d'identité. L'un des deux. Vous n'avez pas besoin d'avoir un passeport. Hein, vous pouvez vous enregistrer en Espagne avec une carte d'identité. Après, il faut payer des taxes, c'est un peu long, mais vous sortez du commissariat avec votre NIE. D'accord ? Voilà. Je crois qu'il y avait un autre slide, non ? Sur la suivante. Voilà. Ça, c'est d'autres démarches. Je vais vous parler avant de la connectivité et des télécommunications. Bien sûr, pour les nomades digitaux, c'est très important d'avoir un réseau Internet dès leur arrivée dans un logement, dans un coworking, dans un co-living ou dans n'importe. Et c'est vrai que dans les grandes villes, il y a la fibre est installée partout. À Madrid, dans toute la région de Madrid, la fibre est installée. Que vous alliez dans un village ou que vous soyez en plein centre de la ville. Barcelone, c'est pareil. Et j'imagine que les autres villes aussi. Quels sont les téléopérateurs qui travaillent en Espagne et que je vous conseille, puisque je suis là aussi pour vous dire, voilà, faites ci ou ne faites pas ça. Je vous conseille Movistar, Vodafone et Orange. C'est les 3, disons, qui vont vous donner un service le plus... pour avoir une qualité de connectivité. Il y a une bonne couverture. Vous pouvez aussi avoir un forfait d'Internet, un forfait de téléphone portable. Et avec ça, je pense que vous pouvez travailler facilement. Vous arrivez, vous connectez et vous travaillez. Ce qui est important parce que quand votre employeur vous dit « Ok, vous pouvez partir en Espagne », il faut aussi que vous puissiez être connecté. Pourquoi ouvrir un compte en banque? Eh bien, je vais vous dire, il faut ouvrir un compte en banque parce que pour avoir un contrat d'électricité, je vous mets un exemple, vous avez besoin d'avoir un compte en banque en Espagne, c'est obligatoire. Mais comme je vous ai dit avant, vous pouvez très bien ouvrir un compte en banque avec un passeport et quand vous obtenez votre NIE, vous communiquez au banquier que vous avez votre NIE et puis voilà. Pour aller à la banque, vous avez besoin du NIE, d'une adresse
et d'une carte d'identité ou un passeport. Si vous voulez des exemples de banques, c'est pas pour leur faire de la... mais il y en a qui sont, disons, très sérieuses. C'est la Banque Sabadell, la Banque Santander, CaixaBank. Et vous avez une banque française qui s'appelle Targobank, qui se trouve dans les grandes villes de l'Espagne, par exemple. C'est vrai aussi que vous avez des banques françaises qui ont toujours leur bureau en Espagne. Vous avez le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel. Enfin, je sais qu'il y a d'autres banques françaises qui travaillent en Espagne. Hein. Donc, si vous avez un compte en banque dans ces banques-là, vous pouvez la passer à l'Espagne. Voilà. Donc, là, oui, c'est les autres démarches dont je voulais vous parler. Je sais qu'en France, on fait un état des lieux quand vous rentrez louer un appartement. Ça ne se fait pas en Espagne. Donc, ayez la précaution de le faire parce qu'il y a des cautions qui, après, ne sont pas rendues. Donc, je vous préviens, il faut faire des photos, il faut faire en détail l'état de logement quand vous signez le contrat. C'est très important. Après, il y a d'autres démarches qui sont les contrats de gaz, d'électricité et d'eau. C'est pour ça que vous avez besoin d'un compte en banque. Important. Et après, si vous voulez matriculer vos véhicules, ce que je ne vous conseille pas parce que c'est un peu le parcours du combattant, mais si vraiment vous tenez à votre voiture française et que vous voulez l'immatriculer en Espagne, eh bien là, par exemple, il y a les entreprises de relocation et d'autres entreprises qui peuvent s'en occuper. Et l'homologation du permis de conduire, parce que même si on est en Union européenne et même vous me dites, ah, mais moi, ma carte d'identité est européenne. Oui, c'est comme le nier, il faut vous enregistrer. Donc, il y a une homologation du permis français, mais il faut l'avoir. Il faut avoir une homologation du permis espagnol. Voilà. Là, je vous avais dit, si vous voulez consulter mafreedom.com, là, on vous parle sur le site des... De toute façon, vous pouvez m'écrire et vous pouvez consulter après la conférence toutes ces... Bon, lors des questions et sinon vous pouvez tout nous consulter. Voilà. Je vais vous parler de l'installation et du logement qui est quelque chose de très important puisqu'il faut bien vivre quelque part et comme si vous choisissez l'Espagne, en fait, eh bien, il vaut mieux choisir quelque chose de bien au soleil ou à l'ombre des fois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme genre de logement? Nous avons des appartements. Alors, les nomades digitaux, et ça, Elodie a fait allusion, c'est vous pouvez vivre moins de 183 jours, plus, moins. Bon, eh bien, vous avez la possibilité en Espagne de vivre dans des appartements de court, moyen ou long séjour. Et en fonction de ça, le contrat va être différent. Je vous en parlerai après. Vous avez des propriétés partagées dans des immeubles résidentiels, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu le co-living. Mais bon, il y a des personnes qui font des colocations aussi. Vous avez des maisons individuelles, villas ou maisons isolées, souvent avec des jardins, des piscines, bien sûr, puisque nous sommes dans un pays qui invite à ça. C'est plutôt pour les familles, bien sûr. Mais ça se fait beaucoup en Espagne, des collègues de bureau qui partagent des grandes maisons. Et ça, vous pouvez trouver aussi. Donc, c'est des maisons mitoyennes. Voilà. Et après, bien, bon, il y avait la colocation, le co-living, et comme vous le savez, c'est des logements partagés avec des services inclus, qui sont peut-être un peu moins chers. Maintenant, par exemple, à Madrid, je sais qu'à Madrid, à Barcelone, ça se fait beaucoup, c'est des co-living où il y a évidemment la salle de coworking pour pouvoir partager et avoir connexion Internet. Vous avez un gastro-bar, on appelle ça, donc vous pouvez organiser des événements avec des amis. On joue au padel, c'est un espèce de tennis beaucoup plus rapide. Et il y a des tournois de padel, donc c'est des résidences qui sont très sympas et que les nomades digitaux aiment de plus en plus. Voilà. Donc ça, vous voyez, donc la durée, c'est le court, le moyen et le long terme. En fonction de ça, vous aurez besoin toujours de votre carte d'identité ou passeport, d'un contrat de location. Et ça, c'est très important en Espagne, puisqu'il y a un gros problème d'occupation, c'est que tous les propriétaires vont vous demander une preuve de revenus. D'accord? Que ce soit votre compte en banque ou que vous déposiez, je sais que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça,
ils vont vous demander de déposer de l'argent qu'ils garderont en cas où vous ne payerez pas votre loyer. D'accord? Mais bon, après, si vous voulez, je vous explique plus rapidement. Voyez, donc, ils vont vous demander un mois de loyer pour les locations à court terme, qui est remboursable, bien sûr. Des loyers d'avance. Vous pouvez, si vous êtes nomade, par exemple, des fois, ils nous disent je paye 6 mois à l'avance. Bon, ça se fait. Je ne sais pas en France, mais en Espagne, c'est quelque chose d'assez courant. Vous payez les 6 mois de votre location parce que vous savez que vous allez passer 6 mois. Le propriétaire est content, il sait qu'il est rassuré, il sait que vous n'allez pas partir sans. Et parce que vous signez un contrat comme quoi il y a marqué que dans 6 mois vous partez. Mais vous avez tout payé. Voilà. Et je vais vous parler un petit peu des règles de restriction en Espagne. C'est des coutumes un peu espagnoles. Les animaux de compagnie, puisque de plus en plus, et surtout les nomades, je sais, viennent avec leurs animaux. Il y a une loi, ça s'appelle la loi animale, qui est passée il n'y a pas longtemps. Donc normalement, les propriétaires n'auraient pas le droit de vous interdire de voyager et de loger dans leur propriété avec votre animal. Mais je vous préviens que, c'est-à-dire tout ça, tout ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que vous le prévoyez à l'avance. Donc si vous allez chercher un logement, n'oubliez pas de dire j'ai un chat, un chien, 3 chiens, un perroquet, voilà, parce que ça peut être important. Voilà. Bon, les fêtes et les bruits, parce que en Espagne, ben, je vous dis, les Français, ils ont l'habitude de faire la fête en Espagne. Donc, c'est assez. C'est pas l'inverse plutôt. Oui, les Français en Espagne, je veux dire. Oui, bon, les Espagnols sont festifs aussi. Ah ben oui, bien sûr, mais je vous assure qu'il y a des gens qui ne viennent que faire la fête le week-end dans les grandes villes. Mais bon, si c'est vrai, nous aussi, bien sûr. Donc là, il faut faire attention. Je vous dis parce que la police peut venir, hein, je vous préviens. Le nombre d'occupants, ça c'est très important parce que ça a à voir avec l'occupation. Vous ne pouvez pas signer un bail en disant nous sommes 4 personnes et tout d'un coup vivre 8. Non, c'est pas possible. Faire des travaux sans la permission des propriétaires, ça c'est comme ça. Sous-louer l'appartement, ça peut vous pouvez avoir pas mal de problèmes à cause de ça. Et voilà, et ce que je vous conseille, c'est de, quand on vous présente un bail, de lire bien les conditions, puisqu'après viennent les conséquences que nous ne voulons pas. Alors, vous les connaissez, mais je vous les... Oui. Donc, là, vous avez bon, Airbnb, Booking, Homelikes, Home, et ça, c'est pour les longs séjours, plutôt. Idealista, Fotocasa, Encontré et Habitaclia, c'est les principaux sites. Les autres, vous les connaissez parce que c'est les courts séjours. Ceux-là, c'est plus quand vous allez vraiment vivre plus de 6 mois en Espagne. D'accord? Les contrats, voilà. Alors, évidemment, moi, ce que je vous conseille aussi au préalable, c'est de prendre une entreprise de relocation comme Madrilène pour vous aider parce que vous aurez toutes les ressources à votre disposition, vous aurez un seul interlocuteur et qui fera toute cette recherche, cette prospection, tous les problèmes que vous pourrez avoir et tout, ce sera un agent de relocation qui va s'occuper de vous. Et ça, c'est ce que je vous conseille et c'est ce qu'on fait à Madrilène et que, évidemment, tous nos clients après nous disent, bon, on est rassurés. On a un exemple de quelqu'un qui m'a parlé aujourd'hui que quand elle est arrivée à Madrid, elle a visité 50 appartements. Bah, peut-être qu'on visite 50 appartements, mais c'est moi et mon équipe qui les visitons, et vous allez en visiter entre 5 et 10, pas plus. Vraiment, si vous aimez faire du tourisme immobilier, comme on parlait avant, puisqu'il y a des gens qui aiment le tourisme immobilier. Voilà. Alors, d'autre part, je vous conseille... quand vous arrivez en Espagne, je vous conseille de vous intégrer dans la vie madrilène, j'allais dire, de Barcelone, de Valence ou d'où vous serez, parce que, voilà, vous avez de nombreuses ressources pour pouvoir vous intégrer dans la vie. Vous avez les coworking space, vous en avez dans toute l'Espagne, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous mettre d'exemple parce qu'il y en a dans toutes les villes. Nomadlist, c'est un site qui est très intéressant. Vous verrez après la liste de villes où ils vous parlent
du nombre d'habitants, des loisirs qu'il y a dans cette ville. Enfin, vous pouvez choisir votre ville en fonction de vos besoins. Bien sûr, lepetitjournal.com, où vous trouverez pas mal d'articles sur l'Espagne et sur les conseils pratiques dont on vous a parlé aujourd'hui. Vous les trouverez là. Après, il y a des organisations comme Mujeres a Venir ou Femmes à Venir. C'est une association d'amitié entre la France et l'Espagne. C'est surtout pour des femmes entrepreneuses et qui travaillent dans... Disons que c'est pour l'égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail. Après, vous avez Madrid Accueil, qui est une association bénévole qui a fêté ses 50 ans et qui vous reçoit les bras ouverts si vous avez besoin de quelque chose, poser des questions, tous les conseils dont vous aurez besoin, Madrid Accueil est à votre disposition. Après, vous avez aussi Madrid Donne des ailes. C'est une communauté de femmes entrepreneuses à Madrid. Et le club des entrepreneuses est à Barcelone. Et vous avez l'association Mazette qui aussi aide les entrepreneurs francophones à s'installer en Espagne. Donc, voilà. Donc, je vous mets ici un peu d'adresses assez pratiques. Vous avez des podcasts, vous avez des vidéos sur YouTube. Par exemple, il y a le Routard Digital. Alors, c'est un couple qui partage ses aventures et ses expériences comme nomade en Espagne. Et après, vous avez ces trois blogueurs ou Instagrammeurs qui, pareil, ils habitent en Espagne. Vous pouvez voir leurs photos, leurs aventures dans ce pays. Et sur Facebook, vous avez aussi pas mal vous en avez un, c'est Digital Nomad Spain. Enfin, il y en a plusieurs. Alors, comme je vous dis, pour profiter bien de la vie locale et de votre expérience, quand vous déciderez de donner le pas en Espagne, moi je vous conseille d'apprendre un basique. J'ai des clients qui partent d'Espagne 3 ans après, ils ne parlent pas un mot d'espagnol, c'est dommage. Je vous assure que c'est vrai. Donc, franchement, il y a des festivals, il y a des associations de gastronomie, si vous aimez la gastronomie qui sont assez... et là, vous faites des amis. Vous voyez, il y a des cours de cuisine aussi, il y a des groupes de voyage. J'avais noté, oui, c'est attendez, je ne trouve plus. Il y a une association, c'est pas une association, c'est quelque chose de... Meetup, c'est ça, voilà. Eh bien, Meetup en Espagne est très actif. Et alors là, vous pouvez rencontrer des gens de toutes sortes en fonction de vos non seulement besoins, mais ce que vous aimez faire. Vous aimez faire de la randonnée, alors vous avez 36 groupes de randonnée dans toutes les villes de l'Espagne. Voilà. Donc, voilà, ça c'est les ressources dont je peux vous passer pour que vous ayez voilà, notre agence immobilière. Si vous voulez chercher un logement, je vous conseille bien sûr de passer par nous, mais vous avez aussi tout ça. Voilà, ce site-là, Nomadly, c'est celui dont je vous parlais avant. Et c'est, vous voyez, ça c'est le classement des villes en fonction de ce que les nomades francophones, c'est ce que j'ai vu, préfèrent. Donc on a en premier Barcelone, bien sûr, où Célia habite, Alicante, Valence, Alicante, Fuerteventura, c'est aux Canaries, Madrid, Séville, Gran Canaria, aux Canaries aussi, Malaga, qui est une ville très à la mode, Granada, c'est une ville andalouse aussi très belle, Menorca, c'est les îles Baléares, Lanzarote et Canaries et Bilbao, voilà. C'est ça. Donc moi, ce que je voulais aussi vous rajouter, c'est que ne pensez pas seulement à Madrid et Barcelone. Il y a des villes splendides en Espagne. Il y a la côte nord qui va depuis le Pays Basque, les Asturies, Cantabrie et Galice, qui sont très belles. Il pleut un peu, mais il ne pleut pas autant qu'à Paris. Donc ça va et c'est très beau. Il y a les grandes villes. Il y a la côte méditerranéenne de Barcelone, Valence, Castellón. Il y a les îles Baléares. Donc il y a Ibiza, bien sûr, Menorca et Mallorca. Les îles Canaries. Et puis Malaga qui est très à la mode en ce moment, c'est une très belle ville et qui est vraiment... il fait très bon vivre à Malaga. Voilà. Donc voilà mes coordonnées si vous avez besoin de
de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On a notre Instagram, notre site web et numéro de téléphone, email. N'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, et maintenant on attend vos questions, vos commentaires. Si vous avez quelque chose à nous demander. Juste pour préciser, comme ça fait 1 heure de conférence en ligne, on va arrêter pour la partie en ligne. On va garder les questions, on va y répondre par la suite. Beaucoup de questions sur la Beckham Law notamment, qu'on transmettra. Et puis on va garder les questions pour les personnes qui sont en présentiel. Donc on va juste remercier les personnes qui sont en distanciel. Merci les personnes qui sont en présentiel. À bientôt. Bonne soirée.